Voilà, alors bienvenue à chacun à ce cours, qui s'intitule juste La programmation expliquée à mon chat. Alors je me réjouis de pouvoir commencer avec vous. Alors tout d'abord, je me présente, je suis Adegekimana Fabrice, je suis étudiant en sciences informatiques, donc je fais mon master en sciences informatiques actuellement. Et ce qui concerne mes centres d'intérêt, c'est surtout la programmation et la sécurité. J'en fais justement soit dans le cadre de mes cours, mais aussi dans le cadre du travail que j'ai à côté, où je donne aussi 2-3 formations. Bon là c'est vraiment un niveau un peu plus bas que à l'université, mais franchement c'est quelque chose d'assez réjouissant. Je vous recommande vraiment de faire des choses que vous aimez, parce que là il y a même Confucius qui disait une chose, si vous choisissez un travail que vous aimez en fait, vous n'aurez pas à travailler tout le reste de votre vie. Et je pense que je suis un petit peu dedans actuellement. Alors aussi avant de débuter le cours, je voulais vous présenter WeData, qui a été une initiative prise par quelques étudiants, dont je fais maintenant partie. Et donc en fait c'est une sorte de plateforme, là où nous nous concentrons surtout sur la statistique et sur l'informatique, là où nous donnons en fait quelques cours ou quelques énoncés justement concernant ce domaine-là. Donc ici, ça se voit pas trop bien, mais nous avons donc un Insta, donc c'est juste WeData, une IGA, et une chaîne YouTube qui s'appelle justement WeData. Donc dans la chaîne YouTube, c'est là où nous mettons aussi nos vidéos qui concernent les cours que nous donnons. Soit sur certaines matières, je vous laisserai peut-être même aller voir à la pause à quoi ça ressemble. Alors au niveau du programme, nous allons juste faire une courte introduction, faire un petit peu d'histoire, hein. Donc vous allez voir, ça va pas être barbant concernant la programmation. Ensuite, le point que je trouve le plus important, c'est certainement comment choisir un langage. Je vais vous expliquer en fait la programmation, en fait à quoi ça ressemble, pourquoi ça existe et comment c'est, mais en fait le plus important, ce sera d'abord d'aborder le point de comment choisir un langage. Parce que je pense que parmi vous, vous n'avez peut-être pas encore choisi un langage, et ce serait peut-être l'occasion justement de pouvoir voir en fait ce qui vous convient le mieux. Parce qu'on m'a toujours dit une chose, choose the right tool, mais c'est pas toujours facile avec maintenant toute l'offre que nous avons aujourd'hui. Et donc tout ça, ça va être bien évidemment coupé et rythmé par des séances d'exercice, je les ai pas mises ici. Et normalement, on devrait avoir notre pause pour 10h, 10h15. Si je dépasse, n'hésitez pas à me le dire, donc comme ça on fait une pause, ce sera une pause de 20 minutes. Alors tout d'abord, je vais vous faire une confession à ce niveau, c'est qu'en fait, je n'ai pas de chat. J'ai juste choisi ce titre parce que je le trouvais assez explicite en tant que tel. C'est parce que mon but vraiment est de pouvoir vous expliquer la programmation, pour que vous soyez même capable de l'expliquer à un chat en tant que tel. Pour les personnes qui se sentiraient un peu offusquées, choquées et tout ça, vous avez aussi le droit de quitter la salle, je ne vous en voudrais pas. Mais je pense que ce qui vous a réuni ici, c'est surtout l'aspect de la programmation. Comment et pourquoi faire de la programmation. Et donc même d'ailleurs, on peut se lancer d'abord à quelque chose. On va voir comment fonctionne Internet. D'accord. Je pense que vous connaissez Mentimeter. Alors, au niveau de l'affichage, c'est pas super. Donc voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le code qui est tout en haut, 6967 2154, et juste répondre à cette question. Donc avez-vous déjà écrit du code par le passé? Ok, donc on voit actuellement 60% ont déjà fait du code par le passé. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Je pense que vous ne serez pas encore trop dépaysé pour certains. Pour les autres, vous inquiétez pas, on fera quand même quelque chose d'abordable et je suis là pour répondre à vos questions. Ensuite, on va passer au slide numéro 2. Donc pour quelles raisons avez-vous choisi de suivre ce cours? Donc par curiosité, découvrir un domaine que on ne connaît pas, renforcer les bases. Oui, la programmation, c'est un truc qui peut être utile dans plein d'aspects de la vie. C'est quelque chose d'essentiel au centre de plein de choses. Penser à maîtriser des outils qui sont très demandés sur le marché, travail plus curiosité. Renforcer mes acquis, revoir les bases et le chat. Ouais, alors désolé pour le chat. Et pour comprendre ce qu'est la programmation et connaître les différents langages pour ensuite me perfectionner seul par la suite. Ok. Je pense que la programmation est une compétence utile et je voulais la découvrir. C'est vrai.
vraiment toutes les réponses que vous avez données sont vraiment intéressantes, hein. Donc je vois qu'il y a des personnes qui sont curieuses, des personnes qui voient aussi la programmation comme un plus dans le marché du travail. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Donc, nous allons voir aussi la programmation, donc finalement, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on parle de programmation? Et finalement, comment pourrait-on l'imaginer? On va pas dire le conceptualiser, mais vraiment le représenter. D'ailleurs, je vais mettre ça en plein écran, c'est plus simple. Alors, programmer, c'est écrire des programmes. D'accord, ça ne nous aide pas beaucoup. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, un programme, surtout un programme informatique, donc c'est un ensemble d'instructions qui doit être évalué ou exécuté par une machine. Donc c'est vraiment des commandes qu'on écrit, souvent ça a l'air un peu, je pense que vous avez déjà vu certaines lignes de code, ça n'a pas l'air très compréhensible, mais pourtant c'est quand même un langage qui a un certain niveau dans une hiérarchie. Donc je vous présenterai ça même d'ailleurs tout à l'heure. Donc maintenant que nous avons fait une mini définition de la programmation, nous allons pouvoir voir le matériel de cours. Donc nous allons essentiellement travailler avec Python, mais bien évidemment pour ce cours, rien ne vous empêche de prendre le langage que vous voulez, parce que peut-être que vous avez déjà un langage que vous voulez utiliser, et bien évidemment après de vous entraîner dessus sur les exercices. Bon, il y aura, je pense, certains exercices où vous ne serez pas capable de le faire, parce qu'on va voir 2-3 paradigmes, mais sinon, normalement, pour la plupart d'entre eux, vous pouvez le faire. Alors donc, pour ça, nous allons voir au niveau de l'éditeur, parce qu'en fait, nous avons plusieurs types d'éditeurs pour coder. Je ne sais pas si vous en avez déjà un. Souvent, celui qu'on propose, c'est VS Code. Donc, un éditeur pas mal recommandé, pas mal utilisé d'ailleurs. Ce qu'il y a de cool, c'est qu'il reconnaît directement le langage Python et donc il vous propose directement les packages à installer. Donc ça, c'est une solution comme par exemple sur le long terme, à savoir si vous voulez donc continuer à vous exercer dessus, parce qu'il ne traite pas seulement que le Python, mais d'autres types de langages aussi. Ou sinon, si vous avez peut-être pas envie de l'essayer tout de suite, vous savez pas vraiment, alors vous pouvez aussi faire VS Code Dev. Et en fait, une plateforme qui vous permet d'avoir en fait directement VS Code depuis votre navigateur et de pouvoir l'essayer en direct. Mais pour les exercices, vous n'aurez pas besoin de le faire forcément, parce que nous avons aussi une chose qui s'appelle Replit normalement. Donc d'ailleurs, on peut faire Replit Python. Donc bon, ça sera par ici, donc voilà, qui est juste finalement un éditeur que vous pouvez avoir en ligne et qui vous permet d'exécuter du code. Par exemple, ici, nous voyons que nous avons un Hello World en Python et il suffit juste de lancer Run pour voir les résultats qui s'affichent à droite. Donc c'est aussi quelque chose de simple et d'efficace qui vous permettra aussi de faire les exercices. Après, si vous voulez, bien évidemment, il peut y avoir davantage, hein, donc ça veut dire que normalement, je pense que je m'étais déjà logué une fois, mais je ne sais plus avec quel compte. Ah oui, d'ailleurs, on a même GitHub, Google. Je pense que je vais me connecter avec Google. Hop, je vais prendre celui-là. Parfait. Je vais créer un repo. Et donc, pour celui-là, il est un peu plus complet. Donc, vous voyez que vous pouvez avoir votre liste de fichiers à côté, un fichier principal, donc qui est le main, et aussi une console pour laquelle, ou dans laquelle vous pourrez exécuter du code. Donc, ça veut dire que si on fait un print hello world, il devrait pouvoir afficher ça lorsqu'on appuie sur Run. Alors, où est-ce qu'il met le résultat? Ah mince, ça doit être ça en fait. Ah non, que on peut directement hello world. On entre. Oui, voilà, c'est plutôt dans la console, c'est plutôt on entre les résultats. Donc c'est plutôt à gauche lorsque vous lancez donc par exemple encore une fois print hello world 2. Donc en lançant, ouais, c'est comme ça que donc ça fonctionne. Donc de cette façon, vous pouvez l'avoir en direct depuis chez vous. Ensuite, dernier outil, mais que je trouve vraiment pratique, hein, cela s'appelle Grepper. Là, cette fois-ci, c'est plus au niveau de l'éditeur, mais c'est au niveau d'une aide, je pense, qui va vous être utile tout au long. Ça s'appelle donc Grepper, c'est en fait une extension que vous pouvez avoir soit sur Chrome, soit sur Firefox. Il y en a aussi sur beaucoup d'autres navigateurs, mais c'est surtout sur les deux que vous pouvez trouver. Donc vous pouvez tester avec votre navigateur préféré. Donc en fait, ce qui va vous permettre, c'est d'avoir en fait des solutions, des réponses parfois aux questions que vous posez lorsque vous tapez des choses comme par exemple sur Google. Si je fais Python hello world, donc ici nous avons les réponses classiques
avec Google, mais vous voyez ces petits rectangles noirs. En fait, ce sont des réponses qui ont été déjà postées par d'autres personnes, donc d'autres utilisateurs de l'extension, et qui ont juste voulu partager des morceaux de code qu'ils voulaient. Donc là, c'est comme par exemple pour Hello World. Vous pouvez aussi chercher comme par exemple si vous voulez faire une boucle avec Python, Python loop. Et donc là, vous trouvez justement une for loop, comme par exemple ici, avec un range, un deuxième avec un range un peu modifié. Et encore tout plein d'autres réponses que vous pouvez trouver ici. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir le up voter ou le down voter, à savoir dire si vous avez plutôt aimé la réponse ou non. Et même s'il y a des réponses qui ne vous plaisent pas ou vous en trouvez pas, et peut-être que vous avez vous-même la réponse en fait, vous pouvez aller sur Add Grepper Answer, ensuite taper votre propre réponse. Bien évidemment, ça c'est pas seulement que pour Python, il y en a aussi pour d'autres langages. Donc je peux très bien chercher Java script for loop. Et donc il nous donne des morceaux de code qui vous permettent de faire justement une boucle for. Donc on va passer à l'installation de tous ces outils. Donc au niveau de l'éditeur, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Donc je vous recommande quand même Replit parce qu'il est un peu plus pratique. Et aussi Grepper. Donc je vous laisse un moment pour pouvoir les installer. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis là. Bonjour, pas de souci. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? D'accord. Santé. D'accord. Alors aussi c'est vrai donc je vous ai pas parlé de quelques modalités. Donc au niveau du cours, comme j'ai dit, j'expliquerai certains concepts un peu théoriques. Et après on aura aussi un temps là où vous pouvez aussi poser vos questions et aussi un temps où vous ferez des exercices. Vous pourrez aussi bien évidemment m'interrompre durant la conversation, donc c'est normal parce que là nous sommes pas trop nombreux. Si on était dans une classe peut-être de 30 personnes ou plus, là ça aurait été un peu compliqué, mais vu qu'on est dans un nombre assez réduit, donc vous avez aussi le droit donc de directement intervenir. Et peut-être aussi dans la séance des exercices, je pense que vous n'aurez juste qu'à lever la main et j'irai vers vous. Comme ça, ce sera plus simple et ça évitera trop de déplacements de votre part. Alors, si jamais donc, nous allons commencer la partie histoire, donc voir un petit peu d'histoire concernant la programmation. Donc là, je vous prendrai seulement que les parties que je trouve assez intéressantes pour éviter donc de devenir trop barbant. Donc j'aimerais parler un tout petit peu avant l'ordinateur, parce que il y a quand même certaines notions dont la programmation s'appuie et que ça vient vraiment avant le début des machines. Donc, parce qu'aujourd'hui nous parlons de programmation avec des ordinateurs, mais on pourrait dire que ça existait déjà avant. Et aussi donc avec l'arrivée des ordinateurs. Premièrement, est-ce que quelqu'un connaît Ada Lovelace? Ouais, ça peut paraître un peu énigmatique, mais on va dire que c'est la première programmeuse à proprement parler. Donc la première personne à avoir écrit un programme est donc une femme, pas un homme, hein, donc c'est elle qui a été, on va dire, notre grande sœur en tant que telle. C'est elle qui avait écrit un programme qui était pour une machine analytique qui servait justement à pouvoir faire des calculs donc selon l'algèbre de Charles Babbage, je crois. Donc c'est elle qui a écrit le premier programme et c'était pas donc un ordinateur à proprement parler, mais c'était quand même une machine qui était capable de comprendre des instructions et d'exécuter ces instructions. Et je pense que vous le voyez dans les dates qui sont proposées. 1815-1852, c'est vraiment des dates qui datent pas vraiment d'hier. Hein. Donc vous voyez que ça existe depuis déjà un moment. Mais même encore bien avant, donc avec Al-Khwarizmi, je sais pas si je le prononce à chaque fois juste ou faux, hein, qui date des années 780 et 850. Donc on sait pas vraiment exactement quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort, mais on savait qu'il existait durant cette période.
Et c'est lui qui avait quand même inventé le concept d'algorithme. Donc algorithme, je pense que c'est un mot qui vous fait un peu peur, qui peut faire peur. Mais c'est juste en fait une suite d'instructions à exécuter. Comme on parlerait des programmes, mais là cette fois-ci c'est pas exécuté par une machine, mais c'est exécuté par une personne. Donc il donnait ça justement à des personnes pour pouvoir résoudre quelques problèmes mathématiques. Je crois que c'était surtout des problèmes quadratiques, et donc qui expliquaient finalement comment on faisait ça. Donc faut faire telle méthode, si on fait telle autre méthode, faudrait essayer avec ça. Ensuite il y avait même des notions de test qui étaient dedans, donc à vérifier tel élément et finalement selon les résultats obtenus faire certaines autres fonctions. Donc ça ressemblait déjà pas mal au programme que nous avons aujourd'hui parce que la programmation s'appuie aussi sur les algorithmes. Donc là c'était vraiment pour le passé. Maintenant on va voir plutôt quelques premiers langages à proprement parler, parce que donc le premier concept d'ordinateur, je crois, il était sorti avec l'architecture de von Neumann. Je crois que c'était dans les 1942, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, la plupart, non, presque tous les ordinateurs utilisent l'architecture de von Neumann. Bon, donc je vous donnerai pas vraiment les détails dessus, mais c'est vraiment que nous avons une unité de mémoire, donc qui est représentée soit par un disque dur, soit par une carte SSD, et une unité de calcul qui est représentée par le CPU ou le GPU ou etc. Et c'est par cette mémoire que c'est dans cette mémoire plutôt que sont stockés les programmes, les logiciels qui doivent être exécutés, et c'est l'unité de calcul qui les fait. Donc je pense que vous avez déjà vu ça. Lorsque on démarre notre ordinateur, ce qui va se faire, c'est qu'en fait le programme de notre système d'exploitation, parce que c'est justement un programme ou un logiciel, va être justement chargé et exécuté pour nous afficher en fait tout ce que nous voyons sur l'écran. Donc là maintenant nous parlons de l'assembleur, parce qu'avant il y avait aussi d'autres systèmes qui ont même perduré un peu avant et après l'assembleur, qui étaient plutôt des systèmes de cartes perforées, là où il fallait faire des trous, ou des interrupteurs. Mais bon, ça ressemblait plus à du langage binaire 0-1, donc c'est pas très intéressant. Mais un des premiers langages, on va dire, qui avait des lettres de l'alphabet, ou un peu des verbes, dans sa composition, donc c'est le langage assembleur, ou plutôt les langages d'assemblage, parce qu'en fait, à l'époque et même aujourd'hui, nous avons différents microprocesseurs, microcontrôleurs. Et en fait, pour chacun d'entre eux, il fallait en fait écrire un programme avec un langage d'assemblage qui lui était propre. Donc souvent, on leur donnait, je crois, des documents ou des livres assez lourds et conséquents qui expliquaient comment en fait le truc fonctionnait. Voilà, donc je pense que ici, ça vous paraît un petit peu cryptique, mais c'est juste que parce que dans un microprocesseur, dans un microcontrôleur, nous avons en fait des registres qui sont en fait des sortes de petites boîtes dans lesquelles on peut stocker des informations, donc ça peut être en hexadécimal, etc. Et c'est par là en fait qu'on peut faire les calculs. C'est-à-dire on prend peut-être tel élément dans telle boîte, tel élément dans telle autre boîte, on les additionne, ensuite on range le résultat dans une autre boîte, on accède à un point de la mémoire. Ça ressemble un peu à ça. Donc comme vous le voyez ici, avec mauve, qui va juste déplacer en fait dans ça c'est un registre Rex la valeur 1. Donc ça veut juste dire que dans cette case on va mettre la valeur 1. Et donc nous avons encore d'autres calculs qui peuvent être faits, donc il y a parfois même des syscalls qui sont plutôt des appels système, donc ça c'est plutôt relatif au système d'exploitation. Donc bon, ça, il n'y a pas trop besoin que vous le sachiez. Donc vous voyez, c'est déjà quelque chose qui utilise des lettres de l'alphabet, mais je pense que vous vous rendez compte, c'est pas très lisible encore. On va dire, c'est moyen. C'est pour ça que plus tard viennent une classe de programmes qui sont un peu plus haut niveau. Donc quand on parle de langage haut niveau, bas niveau, c'est qu'en fait, nous avons une sorte d'échelonnage. Tout en bas, en fait, il y a la machine. Et tout en haut, il y a l'être humain. Et selon le degré du langage, en fait, on parle du degré de compréhension. Donc, plus c'est bas, plus c'est compréhensible par la machine, plus c'est haut, plus c'est compréhensible par l'humain. Et donc, bien évidemment, nous utilisons plutôt des langages d'assez haut niveau pour pouvoir, en fait, conceptualiser les choses. Donc, il y a très peu de cas encore où aujourd'hui, nous manipulons peut-être directement le microprocesseur et nous utilisons un langage qui va être transformé et lu ou utilisé donc par le microprocesseur. Donc ici vous voyez certaines catégories. Ces langages-là sont assez vieux. Bon, je
pense que pour certains, vous connaissez le langage C. Donc, il a été inventé en 1972, donc c'est un langage assez vieux, mais qui existait déjà à l'époque. Après Fortran, Lisp, COBOL, Basic, je pense que c'est pas trop de la génération. Et c'est vrai que pour la plupart, ils ont été laissés de côté, mais je crois que Fortran encore, il fonctionne encore dans certains serveurs. Après, nous avons une autre catégorie de langage. Je pense que pour certains, vous les connaissez un peu mieux. Donc, nous avons MATLAB. Je sais pas s'il y a déjà des gens qui ont fait du MATLAB ici. En fait, ça a été déjà inventé en 1978. De même, il y a l'Objective-C qui était justement le premier langage qui a été utilisé pour justement les appareils de chez Apple. Donc ça date de 1983. Nous avons le C++ qui est finalement du C avec un paradigme orienté objet qui a été ajouté. Donc on verra ça tout à l'heure. Bon, sans entrer dans les détails, hein. C'est vraiment léger. Hein. Après, nous avons aussi Haskell. Bon, je pense que ça, vous connaissez pas trop. Python, qui a été inventé en 1991. Et pour finir, R, qui a été inventé en 1993. Donc ça, c'est encore une génération de langage qui pousse les choses un peu plus loin, parce que cette fois-ci, il y a la notion de paradigme qui a été ajoutée dedans. Peut-être pour éviter que les gens se trompent, là on parle vraiment du concept de langage. Donc on pourrait vraiment représenter ça parce que bon, dans les études que j'ai faites, donc on représente vraiment les langages comme des outils mathématiques et théoriques. Donc c'est juste le vocabulaire, comment c'est écrit. Après l'implémentation, comment c'est lu ou exécuté par une machine, là c'est différent. Donc là, nous parlons vraiment de langage à proprement parler. Donc de langages qui sont soit sortis d'université, soit sortis d'entreprise. Donc ça a été fait comme ça. Après, il y a aussi une année un peu spéciale qui était l'année 1995, qui représente en fait une sorte de mini-explosion de quelques langages assez connus et populaires aujourd'hui. Donc en 1995 sont sortis notamment Java, PHP, Ruby et JavaScript. Je pense que pour ceux-là, normalement, je pense que vous devrez en connaître au moins un ou deux dedans. Et donc c'est durant cette année justement qu'ils sont sortis. Donc je sais plus quels étaient les concepts historiques qui ont fait ça, mais même le sequel était sorti cette année. Et du coup, donc, je pense que vous vous rendez compte, ces langages-là ont quand même assez dominé. Après, dans les années 2000, sont sortis aussi d'autres catégories de langages. Hein. Donc le C#, ça c'est plutôt pour Windows. Scala aussi, qui est un peu plus particulier parce que c'est une représentation, une reprise de Java, mais cette fois-ci avec un paradigme fonctionnel. Et le Go, qui a été créé par Google. Autre catégorie de langage, hein, parce que ça conduit toujours. Hein. Depuis 2011 est sorti Kotlin. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un langage qui a été fait pour remplacer Java dans le développement mobile. Il y a aussi Rust, qui fait partie de mes langages favoris, hein, je vous avouerai. Julia aussi, qui, je pense, n'est pas très connu non plus. Dart, qui va, je pense, au fur et à mesure des années, prendre beaucoup plus d'ampleur, parce que c'est un langage qui permet de pouvoir développer une seule fois, et que ce soit déployable sur un appareil Android ou iPhone, simplement. Donc ça peut vraiment économiser du travail. Après, il faut juste voir en fait quelles sont les fonctionnalités disponibles dedans. Et Swift, qui est finalement le nouveau langage qui remplace l'Objective-C de chez Apple. Donc si vous voulez développer pour des Mac ou pour des iPhones, Swift est un langage par excellence. Donc voilà, je pense que on a vu quelques langages, hein, et c'est nécessairement qu'une goutte par rapport à tout ce qui a été réellement produit en termes de langage. Donc j'en ai évité certains pour présenter juste quelques éléments majeurs. Mais maintenant la question est de savoir finalement quel langage choisir, parce que nous avons littéralement un Pokédex avec presque plus d'une centaine de langages. Donc ça, c'est pas facile de pouvoir prendre le bon langage, parce que le but n'est pas non plus de pouvoir tous les explorer, parce que c'est presque impossible de devenir bon sur une dizaine de langages. Donc c'est mieux quand même de choisir les bons langages dès le début. Donc là-dessus, je vous donnerai justement une carte de route pour que vous puissiez vous retrouver dedans. Donc à ce niveau-là, donc, nous allons faire quelques exercices. Donc ça va être les exercices 0, 1, 2 et 3. Normalement, je crois que j'ai déjà mis, si vous avez accès sur Moodle, j'ai déjà mis l'exercice 0. Je mets les trois autres tout de suite aussi.
Donc c'est sous la rubrique la programmation expliquée à mon chat. Donc si vous ne le trouvez pas parmi tous les cours proposés, vous n'avez juste qu'à faire un CTRL F, ensuite taper chat et normalement vous devrez tomber sur mon truc. Voilà. Vous voyez mon écran. Je vais commencer alors à vous expliquer pour les exercices parce que certains vous paraîtront pas évidents et c'est vrai que sans les configurations que j'ai mises, donc les choses pourraient paraître assez compliquées. Donc en fait, ici c'est l'exercice 0, donc qui est plutôt un exercice d'introduction, qui n'est pas là pour vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Mais en fait, le but c'est juste d'expliquer ce que fait le code. Actuellement, pour l'instant, on n'a que 2 lignes, et quand on essaye en fait d'exécuter le code, il va d'abord commencer à nous demander quel est votre nom. Il suffit juste de préciser notre nom, comme par exemple, moi c'est Fabrice. Il va juste nous répondre un bonjour Fabrice. Parce qu'en fait, ce que fait le code, ou ce qu'il exécute, c'est juste qu'il prend un input, ça veut dire qu'il va prendre une entrée, en mettant le texte finalement, il pose la question quel est votre nom, donc la personne n'a juste qu'à écrire son nom, et cela va être en fait enregistré dans une variable. Je ne sais pas si vous comprenez la notion de variable, mais c'est juste en fait un nom dans lequel va être stocké la valeur. Et donc, après ça, on fait juste un printf, ou un print avec un f-string, mais c'est juste un print tout simplement, qui va juste dire bonjour, le nom de la personne, donc en utilisant la variable nom que nous avons ici. Donc c'est un programme assez simple, donc il fait juste que de récupérer ce que l'utilisateur met et le réafficher. Pour certaines personnes, je pense qu'ils ont eu un peu de problème parce que normalement ça dépend de quel éditeur vous avez pris. Comme par exemple Idle va plutôt directement fermer la fenêtre. S'il y a un blocage dans le genre, le mieux c'est juste de créer un input, comme ça, input, et ensuite ne rien mettre dedans. Comme ça, même après que le programme finisse de s'exécuter, il ne va pas fermer la fenêtre. Parce que ça dépend, mais de temps en temps, ça peut fermer la fenêtre, ou si ce n'est tout le temps en fait. Donc n'oubliez pas juste de mettre un input à la fin, au cas où. Ensuite, il y avait l'exercice 1 aussi, donc pour l'exercice 1, là, cette fois-ci, on doit juste utiliser la même mécanique. C'est que pour l'instant, on a juste un input qui va mettre une valeur dans la variable nombre, qui se trouve juste ici. Et maintenant, c'est à nous d'utiliser ça pour créer notre propre programme qui va prendre en fait 2 entrées, donc il va demander donner un côté 1, donner un côté 2, et ensuite calculer l'aire, parce que là on dit que on récupère des côtés d'un rectangle, et il faut juste en fait afficher, donc avec un print, le résultat de l'aire entre 2 rectangles. Je sais pas s'il y a des questions pour l'instant. Oui, je vous montrerai. Donc sur ce alors, je vous laisse, et je répondrai aussi personnellement à vos questions.